Bonjour Tony. Bonjour. Vous dites souvent qu'il faut rêver grand. Est-ce que c'est votre mantra dans la vie? Exactement, c'est ma phrase, c'est ce que je dis tout le temps. Pourquoi c'est si important? Parce que je l'ai vécu et c'est mon expérience personnelle. Parce que je disais tout le temps que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA. Et tout le monde disait que j'étais trop petit, trop maigre, que j'y arriverais jamais. Et voilà, maintenant c'est moi qui rigole bien. Et maintenant j'ai envie de partager voilà, mon expérience. Et si je peux voilà, donner envie à la nouvelle génération de réussir, c'est exactement pour ça que j'ai accepté de faire l'émission qui veut être mon associé. Avoir votre nom au Hall of Fame, est-ce que c'était la plus belle reconnaissance que vous pouviez avoir de votre carrière sportive? Oui, et de loin. Je pense que le Hall of Fame, c'est le truc le plus haut que tu peux faire dans le basket. C'est le Panthéon, c'est le musée. Tu ne peux pas aller plus haut dans mon sport. Tu as le maillot qui est retiré, ça c'est quelque chose qui est très très fort, mais l'étape supérieure, c'est le Hall of Fame, c'est vraiment une expérience incroyable. Jamais j'aurais pensé que quelqu'un comme moi pourrait voilà, vivre un moment comme ça, et là maintenant j'ai pu partager ça voilà, avec mes amis, ma famille, et j'ai des souvenirs, on va dire, gravés à jamais dans mon cœur. Vous avez été meneur de jeu, capitaine des Bleus, vous êtes aujourd'hui à la tête d'entreprise. C'est quoi pour vous un leader? Qu'est-ce qui le caractérise? Je pense qu'il faut que tu aies une vision et ton but c'est de faire adhérer tout le monde à cette vision. Moi je crois beaucoup à l'union fait la force. Tu ne peux pas faire de gros projets sans avoir une très très bonne équipe. Il faut savoir bien s'entourer, mettre les personnes au bon endroit pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. Et je pense que le leader c'est ça, c'est de donner envie aux gens de te suivre, de leur montrer que tout le monde fait partie du groupe aussi. C'est pour ça que moi je dis toujours notre groupe et pas mon groupe, parce que de toute façon tout seul je ne pourrais rien faire. Et c'est pareil dans le monde du basket. De toute façon je ne pouvais pas gagner sans mes coéquipiers. Tu peux être le meilleur joueur au monde, si tes coéquipiers ne performent pas à leur meilleur niveau, tu ne pourras pas gagner les titres. Concrètement, comment on fait pour embarquer les autres? Est-ce que vous auriez quelques conseils pour les managers? Il faut être passionné, il faut qu'ils voient dans tes yeux que tu es passionné. Éthique de travail, discipline. Toujours le premier à arriver, le dernier à partir. Je pense que c'est à toi que tu dois montrer par l'exemple. Et ça, pour moi, il n'y a pas de secret, quoi. Il y a des raisons pourquoi il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne réussissent pas. Et moi, dans tous les gens que j'ai vus, on va dire, réussir, ils avaient ces qualités-là, quoi. Cette capacité à engranger beaucoup d'heures, cette capacité justement quand ils en parlent, tu vois qu'il est tellement passionné que tu dis ouais, j'ai envie de le suivre. C'est ce qui me donne envie quand maintenant je regarde les entrepreneurs, c'est l'humain, moi que je regarde en premier. Au-delà voilà, des chiffres et le BP, c'est vraiment comment il va en parler, est-ce qu'il vit son truc, est-ce qu'il est à fond. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Vous dites que vous n'avez pas de plan B et vous incitez vos collaborateurs à ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que toute l'énergie que tu vas mettre dans le plan B, c'est de l'énergie que tu aurais pu mettre dans le plan A. Donc j'aimerais bien qu'on se concentre sur le plan A. Et c'est vrai que le safety net, comme on aime bien dire, c'est vrai que moi, j'ai pas trop cette approche-là. Tout petit, j'étais déjà comme ça. Moi, je voulais réussir en tant que basketteur et j'avais pas d'autre solution, enfin, j'avais pas d'autre option. C'était basketteur ou rien. Et dans le monde, dans l'entreprise, c'est vrai que j'ai cette approche-là. Et je trouve que quand tu as cette approche, tout le monde, on avance en même temps, on avance ensemble et on va tous vers le même objectif. Et c'est pour ça que j'aime pas trop perdre trop de temps dans le plan B. C'est de l'énergie que je me répète, mais c'est de l'énergie qu'on devrait mettre que dans le plan A. Quelle différence vous voyez en termes de mentalité, d'état d'esprit entre la France et les États-Unis? Et notamment, est-ce que l'optimisme, ça change tout? Pour être entrepreneur, il faut que tu sois courageux. Il faut avoir de l'énergie, il faut être passionné. Et c'est vrai qu'en France, des fois, on a tendance un peu à se décourager assez vite. Et justement, j'espère que cette émission va donner envie aux gens d'entreprendre, d'avoir cette motivation. Moi, je vois plein de jeunes qui ont plein de bonnes idées, mais ils ont peur de y aller, ils ont peur de le faire. Et c'est ce qu'ils ont, les Américains. Moi, j'ai vécu avec la double culture, donc je dis toujours que j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ce côté d'être optimiste, de toujours croire à l'impossible, et c'est ce qui fait la différence. Ils sont toujours très très positifs. Et en France, des fois, c'est ce qui nous manque et c'est ce qui est dommage parce qu'on a un super beau pays, on a tout pour être heureux, on a tout pour réussir. Et des fois, on a tendance à
est un pays de râleurs, tu vois, et je le dis avec beaucoup d'amour, hein, parce que j'adore mon pays, hein, qu'on ne sorte pas cette phrase hors contexte, hein, j'adore mon pays, mais c'est vrai qu'on aime bien se plaindre. Et des fois, ce serait bien de plus se concentrer sur comment on fait pour réussir, trouver des solutions, au lieu de tout le temps se plaindre. Quelle est votre définition de la réussite? Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent définir la réussite, mais déjà être heureux de se lever le matin et que tu es passionné et tu adores ce que tu fais. Déjà, moi, c'est comme ça que moi je juge ma réussite. Je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler. Là, je sais plus ce que je faisais, j'étais parti à Madrid, je devais faire une interview avec Zidane. Et juste avant Zidane, j'avais un de mes anciens coéquipiers qui s'appelait Fabien Causeur, qui joue au Real Madrid. Et il me dit, mais Tony, tu t'es levé à 6 h du matin là, pour venir faire l'interview. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai fait, ah, c'était 6 h. J'ai fait, bon, je sais pas, en fait, je faisais même pas attention. En fait. Moi, j'étais trop content de me lever, trop content d'aller à Madrid, trop content de faire l'interview avec Fabien et bien sûr avec Zidane. Et donc, j'avais pas l'impression de travailler en fait, parce que je suis passionné. Donc, je m'en rends même pas compte. Parce que lui, il partait du principe que genre, t'es Tony Parker, t'as pas besoin d'argent, pourquoi tu fais ça, quoi, en gros. Et moi, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tu as aussi des beaux projets que tu veux faire. Et là, c'est un beau projet que je fais avec notre émission télé, avec Squeak. Et donc, je lui disais, mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, je suis trop content d'être à Madrid. Vous vous engagez pour les femmes, notamment via l'ASVEL, depuis plusieurs années. Est-ce que l'égalité, la diversité, ça fait aussi partie de vos combats aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est un de mes combats. En tant qu'ambassadeur de United Nations, moi, je fais beaucoup pour l'égalité homme-femme. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai beaucoup de femmes dans mon groupe. Je trouve ça super important. Et je pense que ça commence avec des gens comme moi, en fait. Plus nous, on va aider à que ce soit faire, il y aura plus autant de différences entre l'homme et la femme. Moi, j'investis énormément dans le sport féminin. Je crois que je suis une des personnes qui investit le plus dans le sport féminin. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur par rapport à l'éducation que j'ai eue, par rapport à comment ma mère m'a expliqué les choses dans la vie. C'est quelque chose qui est important. Ouais. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu? Bon, j'en ai eu plein des bons conseils. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont aidé à comprendre le business, à m'expliquer. Parce que moi, j'ai arrêté mes études assez tôt, quand même. J'avais 18 ans quand j'ai arrêté, parce que j'ai signé mon premier contrat pro avec le PSG, j'avais 17 ans. Et donc, c'est dur de combiner les deux quand tu es sportif de haut niveau. Et moi, j'ai appris sur le tas. Je me considère comme une éponge, tu vois, j'examine tout, j'aime bien travailler, j'aime bien être préparé. Mais un des meilleurs conseils, parce que je le disais tout à l'heure, il y a des raisons pourquoi les gens y réussissent, et un des meilleurs exemples de réussite, de reconversion chez nous, chez les sportifs, c'est Magic Johnson. Et donc j'avais rencontré à l'époque et il m'avait dit, crée ton réseau tout de suite quand tu es en activité, n'attends pas que tu es à la retraite. Parce que quand tu es à la retraite, les gens ils t'oublient, et ils t'oublient très très vite. Et alors que quand tu es en activité, tout le monde veut passer du temps avec toi, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé à la demi-finale, quart de finale, qui s'est passé dans le vestiaire. Et donc du coup après tu peux poser toutes tes questions pour le business. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. Au lieu d'aller faire des dîners ou jouer aux jeux vidéo à Fortnite, moi j'organisais des dîners avec des CEO parce que justement je voulais apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que j'ai commencé tous mes investissements pendant que j'étais en activité. Et souvent, mes amis me demandaient, mais pourquoi tu fais maintenant pendant que tu es en activité? J'ai fait parce que maintenant, tout le monde répond au téléphone. Et tout le monde veut m'aider, tout le monde me fait confiance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé un beau carnet d'adresses pendant ma carrière. Et du coup, quand j'étais à la retraite, la transition, elle était fluide, en fait. Je suis allé tout de suite dans le monde de l'entreprise et j'avais déjà mon réseau, déjà mon carnet d'adresses. Pour quelqu'un qui rêve en grand comme vous, ce serait quoi votre prochain rêve? C'est une très bonne question. Moi, mes rêves, c'est plus maintenant ma famille, les enfants, être sûr que mes enfants ils soient heureux, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils soient des bonnes personnes avec un bon fond. Moi, c'est plus ça, moi, mes rêves. Tout le reste, maintenant, c'est plus des objectifs de ce que je veux faire avec notre groupe ou qu'est-ce que je veux faire avec mon club de basket ou mon club féminin. C'est plus des objectifs, c'est pas des rêves. Et vous, pour finir, vous aviez un papa assez strict. Vous, ouais. Quel genre de papa vous êtes avec vos enfants? Oh, moi, je suis beaucoup plus gentil. Bien sûr que c'est important l'éducation et je rigole pas avec les trucs basiques, quoi, la politesse, bonjour,
au revoir, merci, s'il te plaît. Enfin, tous les trucs comme ça, c'est très important pour moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie qu'ils aient un bon fond et qu'ils soient reconnaissants en fait de la vie, parce qu'ils ne pourront jamais, entre guillemets, avoir la même motivation que moi, parce que moi j'ai grandi avec rien du tout. Et quand tu vois un huissier venir chez toi et te prendre ton canapé ou prendre ta télé, bah moi ça m'a laissé des cicatrices. Moi mes enfants ils vont pas vivre ça, et ils ont tout. Donc maintenant c'est comment tu crées une certaine motivation pour justement être reconnaissant de tout ce qu'on a eu, quoi. Parce que moi je suis trop content de pouvoir partager tout ça avec eux. C'est pas de leur faute hein, qu'ils n'ont pas eu ces expériences-là, mais c'est à moi le plus possible de leur montrer ce que c'est la vraie vie.